Mais il y a quelque chose dans cette maison qui lui dit de fuir. En tant que policier, quelle est votre histoire la plus effrayante? J'étais policier dans les années 2000, un signal d'alarme incendie se déclenche. Il y a de nombreuses années, le service de police proposait un service de surveillance des alarmes. Il y avait encore 10 à 12 endroits qui étaient câblés et il aurait fallu démonter beaucoup d'équipements pour déconnecter le système, alors nous avons continué à le faire. Le dispatcher de la première équipe est déjà prêt, alors il l'a pris. Je me dirige vers les pompiers lorsque le téléphone sonne en indiquant la même adresse. Je réponds. Personne à l'autre bout du fil, je suppose qu'ils ont à peine pu appeler avant de s'évanouir. Je sors par la porte de derrière, je saute dans une voiture de police et je me rends directement à la maison. J'arrive juste au moment où une autre unité arrive. Aucun signe de fumée, aucun signe de quoi que ce soit. Une femme âgée remonte la rue en poussant un fauteuil roulant avec une dame âgée, sa mère. Elles habitent là et viennent de sortir pour une promenade en début de soirée avant le dîner. Je leur explique ce qui se passe, personne d'autre n'habite là et, pour autant que la dame âgée s'en souvienne, l'alarme a été déconnectée de la maison il y a des années lors de travaux de rénovation. Ils n'ont pas non plus de système d'alarme, juste quelques détecteurs de fumée. Nous faisons le tour de la maison, nous arrivons à la porte arrière de la cuisine et nous pouvons clairement voir et sentir le gaz. Nous coupons le gaz à la source, installons des ventilateurs pour aérer et trouvons une conduite de gaz fissurée allant au four. La fille nous a dit qu'elle avait renversé du café qu'elle préparait pour leur promenade et qu'elle avait dû déplacer le four de quelques centimètres pour le nettoyer, ce qui a probablement cassé la conduite en poussant le four vers l'intérieur. Rien d'autre dans la maison n'est dérangé et les 2 téléphones sont branchés. Le chef des pompiers arrive environ 15 minutes après le début de l'appel. Il s'approche des 2 femmes et les prend dans ses bras, il est presque en larmes. La dame âgée en fauteuil roulant, dont le mari était chef des pompiers et qui avait plus de 60 ans dans notre service. La fille, dont le mari est décédé il y a quelques années, était également membre de notre service. Je n'ai jamais cru aux fantômes ou aux esprits, mais cet appel m'a fait penser que peut-être les personnes qui passent leur vie à faire le bien sont autorisées par une certaine puissance à veiller sur leurs proches de temps en temps. Mon partenaire et moi avons reçu un appel d'urgence d'une vieille dame qui se disputait avec quelqu'un. Nous arrivons à la maison et elle dit qu'elle est seule. Nous lui demandons avec qui elle se dispute. Elle répond « Oh, juste cet esprit dans l'une de mes pièces ». Mon partenaire et moi nous regardons immédiatement et nous nous disons « Elle est âgée, c'est probablement de la démence ou quelque chose de ce genre ». Elle dit qu'il se trouve dans l'arrière-boutique et que les lumières ne fonctionnent pas. Nous essayons de lui dire que les esprits ne sont probablement pas dans sa maison et que nous devons répondre à un autre appel. Elle insiste pour que nous allions vérifier. C'est ce que nous faisons. La maison et la façon dont elle parlait des esprits m'ont fait croire qu'il y avait quelque chose. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre et qu'elle a ouvert la porte, voir un fantôme ne m'aurait pas choqué. Elle a dit qu'il se trouvait généralement dans le coin, au plafond. Ce coin était sombre et l'ombre qui s'y trouvait était vraiment terrifiante. Mon partenaire et moi avons éclairé toute la pièce avec nos lampes de poche et, heureusement, il n'y avait rien. Nous avons dit à la dame, non, c'est bon, il ne se passe rien ici. Je lui ai dit, si vous sentez qu'il y a un esprit, la police de New York ne peut pas vous aider, allez dans une église locale ou une institution religieuse de votre choix et bonne chance. Nous nous sommes tirés de là. Ancien détenu dans une petite prison de comté dans l'Oregon. Une nuit, vers 2 heures du matin, la radio de la cellule s'est mise à grincer très fort, avec des bruits statiques. L'un des gardiens est entré, a baissé le son, a changé de station et est reparti. Le lendemain, alors que je travaillais dans la cuisine, l'un des officiers les plus sympathiques est entré et nous a parlé de ce qui s'était passé la nuit précédente. Apparemment, sur la vidéo, on peut voir une sorte d'ombre sortir de l'une des cellules et se diriger vers la radio. Environ 1 minute plus tard, il y a eu un flash devant la radio avant qu'elle ne devienne bruyante. Malheureusement, je suis retourné en prison et j'ai été placé dans la cellule d'où l'ombre était sortie. Quelque chose dans cette cellule me donnait la chair de poule. Elle aspirait presque les pensées qui vous habitaient. C'est une période de ma vie que je regrette beaucoup. J'ai passé environ 11 jours en cellule, et après peut-être le 3e, j'ai demandé à être placé ailleurs, même en détention préventive. Si vous êtes comme moi, votre esprit fonctionne à 1000 à l'heure. Dès que vous entriez dans cette cellule, vous vous sentiez vide. Toutes les émotions, toutes les pensées. Juste vidées.
Je travaillais dans un hôpital psychiatrique dans ma région. Il savait qu'il n'avait pas le droit de nous appeler pour des transports de base et qu'il devait s'agir d'une urgence. Une nuit, nous avons reçu un appel pour un possible accident vasculaire cérébral au 4e étage. Nous savions que le 4e étage était celui où l'on gardait les personnes coupables de meurtre, de viol, etc. et qu'un officier de police serait avec nous. Lorsque nous arrivons, l'infirmière a l'air de penser que nous sommes sur le point d'entrer dans quelque chose de louche. Elle nous dit que la dame n'arrête pas de regarder à gauche, son excuse pour nous avoir appelés et avoir dit qu'il s'agissait d'une attaque, et qu'elle parle à quelque chose. Lorsque nous entrons dans la pièce, elle est en pleine conversation avec quelque chose à l'extérieur de la fenêtre. Nous lui demandons de nous parler et elle se tait. Nous la chargeons et l'infirmier lui passe les menottes sur le brancard. Quand nous sommes sortis, elle a regardé vers la fenêtre puis a rapidement tourné la tête de l'autre côté et a dit que c'était trop cool la vitesse à laquelle il volait. À 5 minutes de l'hôpital, elle me demande si j'ai peur que l'ambulance tombe en panne pour qu'elle et ses amis jaunes volants puissent nous violer et nous tuer. J'ai répondu que non et elle s'est mise à rire à gorge déployée, un rire que je n'oublierai jamais. L'infirmière était blanche comme neige et ne lui a rien dit. Nous l'avons déposée aux urgences, nous sommes revenus à l'extérieur et l'ambulance s'était arrêtée et ne voulait pas démarrer. Je suis retourné à l'intérieur pour demander à l'infirmière s'il avait coupé le moteur et ils m'ont dit que non, l'infirmier était entré avec nous. Nous n'avons pas pu le trouver et le dispatching a envoyé plusieurs voitures à sa recherche, mais il n'était pas à l'hôpital. On l'a trouvé assis dans sa voiture de patrouille à l'hôpital psychiatrique et il ne se souvenait pas comment il était arrivé là. Aujourd'hui encore, je pense vraiment qu'elle et l'officier ont vu quelque chose. J'ai été flic pendant environ 5 ans. Et j'ai travaillé pour un patron qui racontait tout le temps cette histoire. Je vous préviens, cette histoire contient des scènes d'automutilation, alors ne la lisez pas si cela vous fait réagir. Lorsqu'il était débutant et qu'il a obtenu sa première voiture, à l'époque, on marchait surtout à pied, il a patrouillé dans son quartier et a décidé d'inspecter ce cimetière. Les enfants s'y rendaient souvent, car c'était près d'un skatepark, pour y faire des activités extrascolaires. En arrivant, il a vu une personne qui s'était pendue à un arbre. Il a immédiatement appelé la police et la scène a fait l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Le plus étrange, c'est que la nuit suivante, comme il était curieux, il est retourné au même endroit. L'arbre avait disparu. La ville n'avait pas donné d'ordre de travail pour couper l'arbre. La ville pour laquelle je travaillais ne faisait pas ce genre de choses, car cela coûtait de l'argent et la ville était trop radine. Il n'y avait pas non plus de souche dans le sol. Il n'y avait pas d'endroit où l'arbre aurait pu aller. Il a passé environ 6 heures à cet endroit au cours de l'enquête. Il connaissait donc bien l'endroit. Cela l'a effrayé à l'époque. Je ne suis pas policier, mais j'ai travaillé dans la sécurité privée. Pendant un certain temps, j'ai travaillé dans un centre commercial. Mon partenaire et moi avions déjà l'impression que l'endroit était hanté, notamment à cause de l'homicide qui avait eu lieu juste avant mon embauche. C'est dans la partie ouest du centre commercial que les poils de ma nuque se sont le plus dressés, et je ne sais pas pourquoi. Il faut aussi savoir qu'il y a un refuge pour animaux à cette extrémité du centre commercial. La nuit, on peut voir les chats et les chiens à travers les fenêtres. Ils aboient et font beaucoup de bruit. Un soir, alors que je me rendais à cette extrémité du centre commercial, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait ou marchait derrière moi. Lorsque je suis arrivé au refuge, aucun des animaux ne faisait de bruit, mais je jure que j'avais l'impression d'être observé par beaucoup de gens. J'ai eu la chair de poule et j'ai ressenti une horrible sensation dans le ventre. J'ai baissé la tête et j'ai marché aussi vite que possible jusqu'à la porte la plus proche. Une fois dehors, tous les sentiments négatifs ont disparu. Mon père a répondu à un appel où un père était devenu fou et avait décidé d'abattre sa famille. Il avait tué sa femme et cherchait son fils de 5 ans pour l'abattre. Celui-ci était sorti en courant et essayait de se cacher sur le côté de la maison, derrière les poubelles. Le père a fini par le trouver et a vidé à bout portant un chargeur presque plein sur le garçon. Lorsque mon père est arrivé, ils ont trouvé le garçon en état de choc, caché là où son père l'avait trouvé, sans la moindre blessure sur le corps. Il y avait des impacts de balles sur le côté de la maison, tout autour du garçon. Lorsqu'ils ont finalement pu l'interroger, ils lui ont demandé ce qui s'était passé lorsque son père l'avait trouvé sur le côté de la cour. Le garçon a répondu, « L'ange était devant moi avec un bouclier et il m'a sauvé. Il a éloigné l'arme de moi. » Je ne suis pas flic moi-même, mais je tiens cela directement du flic concerné.
Ces deux flics chevronnés, appelons-les Bob et Mike, répondent à un appel dans un quartier agréable d'une grande ville. Arrivés à la maison, ils sont accueillis par une femme d'un certain âge, manifestement immigrée d'une des îles des Caraïbes à en juger par son accent. Elle leur souhaite la bienvenue et leur dit poliment que ce n'est pas elle qui a passé l'appel. Elle fait allusion au fait qu'elle a déjà eu des problèmes avec certains des jeunes punks du coin et qu'ils ont probablement passé l'appel pour faire une farce. Bob n'a donc rien d'un écolo et est plutôt bien éduqué pour un flic. C'est un homme très rationnel qui a affronté des cauchemars absolus avec un stoïcisme imperturbable. Mais il y a quelque chose dans cette maison qui lui dit de fuir et de ne pas se retourner. Et il n'y a aucune raison à cela, la maison n'est pas un manoir mais elle est propre et bien entretenue, la femme est contrariée par le canular téléphonique mais tout à fait cordiale avec eux, il n'y a pas de bruit ou d'odeur bizarre qui suggère que quelque chose ne va pas. Pourtant, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce sentiment de terreur. Ils finissent par prendre le rapport et s'en vont. Après être montés dans la voiture, Mike regarde Bob et lui dit « Bon sang, je suis tellement content d'être sorti de là. L'endroit m'a foutu la trouille. » Cela inquiète d'autant plus Bob que Mike, en plus d'être un flic chevronné ayant travaillé à la brigade criminelle, était aussi un vétéran d'une unité militaire d'élite, dont le nom m'échappe totalement pour l'instant, et un dur à cuire à tout faire. Le fait qu'ils aient tous les deux flippé de manière indépendante était bizarre. Pourtant, c'est une grande ville et ils ont d'autres chats à fouetter, alors ils se remettent au travail. Mais le fait de laisser ce sentiment sans réponse n'a pas plu à Bob. Lorsqu'il s'est retrouvé seul et qu'il n'avait plus rien à régler, il est retourné dans ce quartier et a trouvé le capitaine de quartier. Il lui demande alors « Eh, vous connaissez la dame bizarre de votre quartier là ?» Le capitaine répond « Oh, vous voulez dire la sorcière. Vous vous souvenez de ces gamins qui donnaient du fil à retordre au propriétaire de la maison ? Apparemment, l'un des voyous locaux a jeté une pierre sur sa fenêtre il n'y a pas si longtemps, avant la visite de Bob et Mike. Cette merde s'est comportée comme un connard lorsque la femme l'a confronté. Les témoins disent qu'elle a juré qu'il le regretterait. Le soir même, les parents du Pac l'emmènent d'urgence à l'hôpital local, qui est en fait un hôpital vraiment phénoménal malgré le quartier. Il souffre énormément, apparemment sans raison. Les urgences effectuent des tests, ils souffrent d'une défaillance de plusieurs organes et ils n'ont aucune idée de la raison de cette défaillance. Aucun de leurs tests n'a révélé la raison pour laquelle un adolescent auparavant en bonne santé était en train de mourir devant eux. Rien de toxique, aucune blessure, etc. Le personnel s'efforce vaillamment de le stabiliser, mais rien n'y fait. Enfin, les parents se sont rendus chez la propriétaire, se sont jetés devant sa porte et l'ont supplié d'épargner leur fils. La propriétaire les a regardés avec un visage étrangement neutre et leur a dit que leur fils s'en sortirait. Bien sûr, sans que le personnel de l'hôpital puisse en comprendre la raison, le punk guérit miraculeusement au cours de la nuit. Tous ses organes se remettent à fonctionner, son état se stabilise et il est de nouveau à 100% au matin. Il n'y a même pas de dommages permanents à ses organes précédemment en danger. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.